Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre de mon cours C#, je vais vous parler aujourd'hui de l'approche des tests. Je précise tout de suite que ça va être assez théorique, donc je vous invite à aller sur mon site fboran.info pour voir en fait une application pratique et technique d'une partie de ces tests-là, écrits en C#. Bien, donc les tests. En préambule, il faut savoir que les tests existent depuis toujours, hein. Quand vous programmez, tout le monde fait des tests, mais actuellement, en fait, il y a une grosse prise de conscience de la part des sociétés qui ont, qui ont enfin compris que les tests, en fait, c'était pas quelque chose qu'on faisait à la va-vite en fin de programmation ou en fin de développement, mais c'est quelque chose de totalement incontournable. Pour mémoire, quelques grands bugs. En 92, au niveau de Londres, il y a eu un problème au niveau des logiciels d'orientation et de gestion des ambulances, ce qui a provoqué malheureusement des pertes humaines. En 96, vous en souvenez peut-être, parce que ça nous touche directement, c'était Ariane 5, qui a explosé en vol au bout de 30 secondes, tout simplement parce qu'il y avait des problèmes de conversion de données numériques. Donc ça, on l'a su bien plus tard. Donc vous imaginez bien qu'à ce niveau-là, c'est relativement inadmissible, mais ça veut dire que même à ce niveau-là, au niveau de l'aérospatiale, à l'époque, hein, évidemment, que ça date de 20 ans, euh, les tests étaient peut-être un peu rapides. J'ai cité aussi ici, en 2006, deux grandes banques françaises qui exécutent un double débit pour plus de 400 000 transactions, ce qui est énorme. Donc voilà, il y a eu pas mal de grands faits comme ça, plus tous les petits faits qu'on ne connaîtra jamais au sein des sociétés. Bon, moi-même, en ayant travaillé dans le monde professionnel, j'ai connu des bugs, mais en fait, parce que j'avais mal testé mes programmes, et des bugs qui ont coûté, pas cher, mais qui ont coûté parfois 1 ou 2 heures de maintenance en pleine nuit. Donc là, après, vous vous faites taper un peu sur les doigts, mais ça, c'est tout à fait normal. Une définition, donc c'est une définition qui vient de l'I3E, donc je vous laisse la lire. Donc c'est une définition très théorique, hein, évidemment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tests sont faits par des moyens automatiques ou manuels qui sont là pour vérifier des spécifications et qu'on aura toujours en fait une comparaison entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Alors pourquoi les tests sont difficiles à faire? Tout simplement déjà parce qu'il peut y avoir une quantité d'erreurs possibles, hein, de calcul, de logique, de traitement de données, d'interface entre les programmes, etc. Il devient de plus en plus compliqué de faire des tests exhaustifs, c'est-à-dire complets. Évidemment, les tests ne sont valables que si vos données sont pertinentes. La programmation est faite par les humains et il est difficile de supprimer l'erreur humaine. La plupart du temps aussi, moins maintenant, mais très souvent, très longtemps, les tests ont totalement été rejetés en fin de développement, voire totalement ignorés, hein. Tout le monde a fait ça déjà une fois dans sa vie, hein. Vous avez compilé, vous avez traité votre programme, tout marchait bien. Et au moment où vous le passez en mode d'exécution un peu plus forte, où vous le passez carrément à quelqu'un, vous le donnez à quelqu'un, et votre programme se crache, et tout simplement parce que la logique de la personne est différente de la vôtre, et donc il a fait des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Difficulté d'ordre psychologique, toujours difficile de demander à quelqu'un tiens, teste mon programme. Quand on le fait en général, on est persuadé que ça marche, et on a souvent des retours qui sont difficiles à vivre. Bon, culturel aussi, hein, il y a des gens et des cultures qui n'acceptent pas ça. Les programmes deviennent de plus en plus grands et complexes, hein, comme je l'ai déjà signalé. Point important, différence entre l'environnement de développement et de production, tout simplement parce que dans l'environnement de développement, vous avez souvent des données qui sont propres ou insuffisantes en taille ou qui sont non exhaustives, donc tous les cas ne sont pas représentés. Et enfin, il peut y avoir une perte d'information, une difficulté de compréhension entre les gens. Difficulté entre environnement de développement et de production, je vais vous citer simplement un cas que j'avais vécu. Je travaillais dans un monde bancaire, on travaillait avec pourtant des bases de données assez conséquentes, même en test. Et le jour où on est passé en production, il y a eu un cas d'une année non remplie qui est arrivé, alors qu'a priori, nous, on avait toutes les données qu'on avait eues, même si on avait travaillé sur des milliers de lignes, il y avait toujours une année qui était remplie dans un champ date. Et là, on est tombé sur un champ date qui avait dû être trafiqué, je pense. Et le champ était vide, donc autant vous dire que le programme n'a pas vraiment apprécié. Mais ça, c'est vrai que c'est typiquement un test qu'on avait oublié de faire.
Classification des tests, alors en fait ça dépend du mode que vous allez prendre. Alors si c'est un mode d'exécution, ben, on va les classer en deux catégories, les manuels et les automatiques. Donc bon, en manuel c'est vous qui faites tout, hein. Ça peut être aussi qui le fait, donc ça peut être du statique ou du dynamique. C'est comment c'est fait, pardon. Statique ou dynamique, donc statique c'est sans machine, vous lisez simplement le code. Donc là en général c'est très mauvais. Et le dynamique, c'est on essaye de, de- de comparer toutes les caractéristiques obtenues par rapport à celles attendues. Les méthodes de test, ça c'est quelque chose d'assez courant, la notion de boîte blanche et boîte noire. La boîte blanche, on ne teste pas le fonctionnel, mais tous les chemins possibles, c'est-à-dire qu'on regarde que tous les chemins peuvent être empruntés et sont correctement empruntés, même si c'est n'importe quoi en termes de fonction. Et l'approche par boîte noire, le code source n'est pas utilisé, donc on regarde pas comment c'est fait, d'accord. On vérifie simplement que ce qui sort est ce qui est attendu par rapport à ce qu'on a mis en entrée. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut faire avant le codage. La classification peut être faite aussi selon la caractéristique. Deux grandes caractéristiques, les tests de robustesse et les tests de performance. Donc robustesse, tout simplement lorsqu'on est en limite voire même hors limite des domaines de finition des entrées, hein, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec une année non remplie par exemple. Donc même ça normalement ça ne doit pas tomber. Test de performance, bon là c'est plutôt par rapport au flux de données. Hein, votre programme peut très bien marcher quand vous attaquez une base de données par exemple qui a une centaine de lignes, et le jour où vous le mettez en mode de production et qu'on attaque une base de données qui a des milliers de lignes, votre programme bizarrement va mal réagir, tout simplement parce que vous n'avez pas fait de test de performance. La classification peut se faire selon le niveau de test, donc ça c'est plus important, surtout plus connu. Vous avez les tests unitaires qui permettent de tester que tous les composants individuellement sont conformes à leur spécification et donc peuvent être regroupés. Ensuite viennent les tests d'intégration. Ça c'est le test d'intégration, c'est simplement que les tests unitaires, même s'ils sont valides, deux composants avec des tests unitaires valides, lorsque vous allez les mettre ensemble, ça peut éventuellement ne pas marcher. Des tests système, donc ça c'est globalement ce qu'on appelle la validation ou la recette, hein, est-ce que votre système correspond aux besoins exprimés. Et enfin les tests de non-régression, ça c'est assez c'est ceux-là qu'on oublie en général. Vous avez fait des tests, tout marchait bien, vous en faites un petit dernier, hop, paf, il y a un bug. Donc vous corrigez le bug, mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'en corrigeant le bug, en fait, vous avez déclenché ou provoqué une erreur un peu plus loin dans votre code, et ça, vous n'allez pas aller le tester. Voilà. Donc ça, la régression, c'est quand vous corrigez une erreur, refaites tous les tests. Ça, c'est important. Alors c'est vrai que ça peut être rébarbatif, mais il faut vraiment le faire, tout simplement parce qu'une correction d'erreur peut entraîner une erreur un peu plus tard. Les stratégies de test, donc globalement, ça peut représenter près de 50% de la charge d'un projet, hein, c'est vraiment important. Ça doit être vraiment intégré à votre processus de développement, c'est pas quelque chose que l'on fait comme ça, là, un peu, je vais dire, à l'arraché à la fin, hein. C'est vraiment intégré dès le départ, pensé, réfléchi. Vous devez définir les ressources à mettre en œuvre, quelles sont les équipes, les testeurs, quels outils, comment vous allez vous y prendre, quels tests vous allez faire. La stratégie de test doit être détaillée dans un PQP, un plan de qualité projet, qui va définir en fait tout ça. Donc, quelle organisation vous mettez, qui fait quoi, quelles sont les responsabilités. Hyper important la notion de responsabilité quand vous travaillez en entreprise, entre la responsabilité du développeur et du client. Hein, ça, faut vraiment que ça soit clair pour éviter qu'à la fin tout le monde se rejette la faute s'il y a eu un souci. Quels sont les types de tests que vous allez faire, quels sont les outils que vous allez utiliser, etc. Des outils de test, et je finirai là-dessus. Pourquoi un outil de test? Tout simplement parce que l'environnement du système d'information est de plus en plus complexe, que les DSI, donc les directions de système d'information, et les clients cherchent une réponse pour automatiser ces tests, hein, parce qu'un testeur n'est pas infaillible, même si c'est vraiment un métier, tout le monde peut faire une erreur et oublier un test qui peut se révéler catastrophique.
Il y a des exigences qualité maintenant de la part des clients. Dans des programmes, il peut y avoir plusieurs langages. Or, personne ne peut dire qu'il est compétent dans tous les programmes, hein. Donc c'est-à-dire qu'il faut que des testeurs testent les parties où ils sont compétents. Le problème, c'est les liens entre tout ça. Donc voilà, ça devient très compliqué. Les outils de test sont regroupés en 5 grands types, et je m'arrêterai là. Les outils de test, c'est la réalisation des tests, pour les campagnes de tests, pour faire des tests de boîte noire, de boîte blanche, ou pour faire des tests de performance. Volontairement, je ne citerai aucun produit, alors tout simplement parce qu'il y en a beaucoup, et j'avoue que j'ai aucune préférence pour l'un ou pour l'autre. Je vous conseille, si vous avez des besoins de tests, besoin d'outils, d'aller voir du côté de Rational, hein, qui est une grande société, d'IBM, d'HP. Voilà, allez voir déjà ces 3 grands-là. Microsoft aussi, mais attention, les tests Microsoft ne sont valables que pour les outils Microsoft, sauf erreur de ma part. Voilà, donc allez voir déjà les très grandes sociétés qui sont à peu près les seules à faire des outils de test performants et cohérents. Je vous remercie.